Bonjour à tous, c'est midi, on s'en place à nos chroniqueurs. Restez avec nous, nous parlerons innovation, gastronomie et immobilier aujourd'hui, alors surtout, ne bougez pas. Et les meilleures innovations, c'est tout de suite avec Julia Ganancien. Israël qui regorge de concepts révolutionnaires et de chercheurs passionnés. Les listes sont non exhaustives d'innovation médicale, informatique ou encore électronique. Julia, vous êtes donc notre spécialiste en la matière et aujourd'hui, vous allez nous parler de votre coup de cœur de cette semaine. Oui, bonjour Valérie, bonjour Pierre. Alors, on commence d'abord avec un petit peu d'écologie. Vous savez que les déversements de pétrole lors des marées noires sont toujours tragiques. Ils détruisent des écosystèmes marins entiers et se répandent souvent sur des centaines de miles. Alors, selon l'Agence américaine de protection de l'environnement, il y a des dizaines de milliers de litres de pétrole qui se déversent chaque année et les technologies de prévention n'ont pas évolué depuis plus de 3 décennies. J'ai été vraiment surprise de découvrir ça. 30 ans qu'on n'a rien inventé de nouveau là-dedans, alors que quand même il y a souvent ce genre d'accident tragique. Le taux de récupération continue à plafonner au-dessous de 15%, un chiffre qui ne s'est pas amélioré au fil des ans. Alors la start-up israélienne Arbo Technologies veut vaincre ce problème d'environnement dévastateur et a conçu une barrière flottante, vous le voyez à l'image, qui est facile à déployer. Elle peut bloquer un déversement de pétrole en moins d'1 heure. Elle encercle le déversement et l'encapsule, comme vous le voyez, puis la tache d'huile est soulevée et elle peut être éliminée. Alors le prototype de barrière flottante peut contenir jusqu'à 2 tonnes de pétrole brut durant la nuit, sans fuite, et à l'avenir, une barrière pourrait contenir 25 000 tonnes de pétrole. Mais en quoi c'est une innovation, ça, Julia? Ça existe déjà, non? Alors c'est vrai que jusqu'ici, les équipes de nettoyage avaient tenté de contenir les déversements avec des barrières de confinement beaucoup plus lourdes en fait, jusqu'à leur dispersion ou leur destruction sur place. C'est une méthode, la méthode traditionnelle a à peine évolué depuis un demi-siècle, comme je vous le disais, et les technologies existantes pèsent parfois jusqu'à 10 kg par mètre, donc c'est assez énorme. Il faut au moins 10 heures aux équipes de secours pour intervenir, et c'est beaucoup trop long, parce qu'en fait les taches d'huile après se répandent, se propagent trop profondément, et donc on peut pas les traiter. Donc là, la solution, elle est moins encombrante, elle est plus facile à installer, et elle nécessite un minimum de formation pour le personnel aussi, et voilà, elle peut réduire le temps d'intervention de plusieurs heures. Donc si je comprends bien, il ne s'agit pas de remplacer les technologies actuelles, mais ajouter une option d'urgence supplémentaire. Oui, c'est un peu ça. Et afin de prouver son concept, l'équipe de Arbo a testé sa solution fin 2014 dans le New Jersey. C'est un test qui a été couronné de succès. Et l'entreprise pourrait commercialiser du coup ses solutions aux États-Unis. Il y aurait plus de 50 000 installations potentielles en fait qui seraient concernées par cette technologie. On pense aux plateformes pétrolières, aux citernes, aux grands navires et aux équipes d'intervention des gardes-côtes. Donc c'est vraiment un énorme marché pour cette entreprise. Allez, on va parler de toute autre chose, mais on va rester dans l'innovation avec vous, Julia. Direction le salon du Bourget qui se déroule en France. Il y a eu beaucoup de circulation justement à cause de ce salon du Bourget. Alors racontez-nous. Oui, on a beaucoup parlé du salon du Bourget à Paris, en France, à Paris. Alors l'entreprise israélienne Elbit Systems a fait sensation cette semaine justement à ce salon, dans ce salon en présentant son nouveau système. Ça s'appelle Canary et c'est un système qui est intégré au casque de pilote de chasse et qui est développé pour remédier au problème des accidents dus au voile noir. Alors qu'est-ce que c'est le voile noir? Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est un phénomène physiologique en fait qui apparaît en particulier chez les pilotes d'avion dans des conditions de vol extrêmes sous facteur de charge élevée. Le cerveau n'est plus suffisamment irrigué par le sang et donc il y a une perte de vision, ça peut être très dangereux, ça précède une perte de connaissance et donc voilà l'invention. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien ce système permet en fait une surveillance des paramètres physiologiques du pilote et s'appuie sur des capteurs. En fait on a un capteur qui est sur le front et qui va mesurer le niveau d'oxygène, l'afflux sanguin, le rythme cardiaque et qui va alerter le pilote avec une sorte de lumière pour le réveiller, comme pour le réanimer en quelque sorte. L'autre atout de cette invention, c'est qu'au cas où le pilote tomberait dans les pommes, entre guillemets, eh bien... C'est déjà arrivé? Ça arrive. Parce que là, le pilote a l'air d'un cosmonaute quand même. Hein. C'est vrai, ça arrive fréquemment. À ce moment-là, on pourrait prendre la main, prendre le contrôle sur l'avion afin d'éviter une catastrophe sur un laps de temps assez court, jusqu'à ce que le pilote reprenne un peu des couleurs, on va dire. C'est formidable. Les avions de chasse deviendraient des drones. Non, mais alors ce qui est intéressant, c'est que Canary devrait être développé aussi pour assister les vols commerciaux. On reste dans les airs peut-être? On part même dans l'espace, Valérie. Ah, vous voyez.
Les agences spatiales du monde entier étudient les moyens pour réduire la concentration croissante d'objets en orbite. Et oui, on n'y pense pas assez, mais la pollution, c'est aussi dans les airs en fait, avec tous les satellites qu'on envoie qui deviennent non opérationnels et qui restent finalement un peu en orbite. Enfin, il y a plein d'objets en orbite qui servent plus à rien, qui sont dans l'espace. Alors d'après le site de l'agence spatiale israélienne, il y a un nouveau projet qui serait actuellement en développement pour traquer ces déchets de petite taille et éviter qu'ils ne détruisent des satellites qui, eux, sont toujours opérationnels. Cette technologie utiliserait notamment un faisceau laser pour trouver les déchets. Il faut savoir que l'industrie israélienne, Valérie, est leader mondial dans le domaine des satellites de petite taille et à faible coût. Donc il est susceptible de jouer un rôle assez important dans la résolution du problème avec cette accumulation de déchets. Et donc il y a une start-up israélienne qui propose une solution originale, juste un petit bulldozer minimum, miniature, voilà, un petit bulldozer spatial, rien que ça, et qui attraperait les déchets en orbite et les jetterait non pas dans une benne à ordures, mais dans l'atmosphère où ils se désintègreraient en fait sans causer de dégâts. Allez, fini la pollution. Merci beaucoup Julia Ganancia. Visiblement, il fait bon vivre à Tel Aviv. Les grandes stars mondiales ont décidé de s'y installer pour les vacances ou bien l'année. Si vous rêvez de rencontrer Madonna sur le boulevard Rothschild, eh bien, vous n'avez qu'une seule chose à faire, venir à Tel Aviv, ville surprenante pour son architecture et puis son bien-être. Isabelle Dajou a promené la caméra d'i24 News et vous présente ces lieux où les personnalités ont choisi de poser leurs valises. Regardez. Bonjour Valérie, bonjour Julia, bonjour Pierre. Vous n'êtes plus le seul avec une caméra, car aujourd'hui j'ai décidé de vous prendre et de vous faire la balade des maisons de stars à Tel Aviv, la ville qui ne dort jamais. Madonna, Arthur, Gilbert Montagnier, Kardashian et Barefaeli. Let's go! Tel Aviv est le nouvel Eldorado immobilier du Moyen-Orient. Entre architecture Bauhaus et gratte-ciel hyper moderne, les maisons et appartements luxueux ne manquent pas. C'est pourquoi les célébrités du monde entier y accourent. On commence avec la reine de la pop, Madonna. Adepte de la Kabbale, la chanteuse se sent très proche du judaïsme et a déjà visité Israël à plusieurs reprises. Il n'en fallait pas plus pour qu'elle investisse le dernier étage de la Tour Mayer, l'un des derniers bijoux architecturaux du boulevard Rothschild. Montant de l'opération, 20 millions de dollars. La famille Kardashian est habituée aux premières pages des journaux. Mais à Tel Aviv, ce n'est pas pour les frasques de ces starlets de la télé-réalité. Loin de la polémique Bruce Jenner, Kourtney Kardashian a décidé de renouer avec les racines juives de son mari, Scott Disick. Dans une résidence de luxe à 2 pas de la mer, le couple a décidé de poser ses valises au 96 rue Ayarkon. Et la tranquillité a un prix, 30 millions de dollars. C'est lors d'un concert à Tel Aviv en 2014 que la vedette de la variété française Gilbert Montagnier a annoncé avoir fait son alia pour obtenir la citoyenneté israélienne. Tombé sous le charme de l'ambiance de la ville blanche, le chanteur a donc décidé d'y acheter un appartement. Roman Abramovich est l'un des hommes les plus riches du monde, très connu pour être le propriétaire du club de football de Chelsea. Le milliardaire russe est également un fervent défenseur d'Israël. Il y investit énormément dans le milieu des startups, mais également dans l'immobilier. Il a notamment racheté un hôtel particulier à Tel Aviv, plus précisément dans le quartier de Neve Tzedek. Son prix, 20 millions d'euros. L'hôtel Varsano va maintenant devenir sa résidence secondaire. Pour terminer en beauté, nous sommes dans le projet Le Bleu de Canada-Israël, dans le même penthouse que Barefaeli, avec des yeux aussi bleus que la mer. A acheter et va venir habiter dans les mois qui suivent. 350 mètres carrés de plein pied, avec une vue panoramique sur tout Tel Aviv et Herzliya. À vous de rêver. Et bien voilà, faites votre shopping, vous pouvez choisir l'appartement dans lequel vous voulez habiter, mais vous avez vu, les tarifs sont quand même très chers. Hein. Non mais je suis un peu surprise, elle n'a pas montré mon magnifique palace à Tel Aviv, je ne comprends pas. Ça ne va pas du tout, on va dire à Isabelle Dajou dès son retour, il va falloir qu'elle fasse un reportage spécial sur votre palace, Julia. Allez, c'est l'heure de parler gastronomie avec vous, Pierre Lévy. Et direction le nord d'Israël, chez Tishby, vous savez, le producteur de vin qui possède en plus un restaurant et une boulangerie avec du pain complètement français. Cette semaine, un cours de pâtisserie est organisé en association avec le chocolat Valrhona. Vous allez voir que tous les chefs pâtissiers d'Israël n'ont pas raté ce grand rendez-vous. Et évidemment, vous étiez avec eux, Pierre Lévy. Et après l'effort, le réconfort avec un barbecue, et pas n'importe lequel, ça donne des idées, regardez. Aujourd'hui, pour Midi Ensemble, nous avons la chance d'être chez Tishby, la boulangerie-pâtisserie
Et vous avez aujourd'hui la chance de pouvoir suivre avec nous la formation Valrhona pour les grands chefs pâtissiers israéliens. Et aujourd'hui, ils sont là en Israël pour former justement les grands chefs pâtissiers dans des grands restaurants. C'est par là que ça se passe, on y va, on ne fait pas de bruit, ils sont en plein cours. Voilà, c'est ici que ça se passe, venez avec moi. Voilà, ça se passe ici, tout le monde travaille. Bonjour Franck, on est en direct. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans le four là? Dans le four, on a des tartes qui cuisent en fait. C'est des tartes aux pommes un peu particulières. Voilà. C'est des tartes aux pommes qui font office de gâteau de voyage. D'accord, génial. Donc on a essayé de reproduire en fait l'idée de la tarte aux pommes avec un fond, mais plutôt que de faire un fond sablé, on va faire un fond en madeleine. D'accord. On a mis des pommes comme sur une tarte aux pommes et au lieu de mettre une meringue sur la tarte aux pommes, on a fait une dacquoise. Génial. Alors là, on se retrouve devant la carriole barbecue avec Günther qui est derrière en train de préparer le barbecue. C'est juste une merveille. Le cours n'est pas terminé, ils vont bientôt venir manger et on va profiter de ce moment-là pour aller voir comment ça se passe avec Günther. Hello Günther. Hello. Hello Pierre. I'm coming with you. Let's go. Fofo. Alors ici, c'est vraiment une petite cuisine. Hein. C'est comme une petite cuisine. On a le pain, on a la viande et on a le barbecue. Ça se passe ici, regarde-moi ça. C'est génial. C'est un vrai barbecue. Et dedans, on a la viande. Si j'ai bien compris, ici, vous allez voir, on a les ribs, donc les côtelettes. Et ici, on a la poitrine fumée. Et vous allez voir la différence. On va les prendre, on va les couper ici. Vous allez les trancher et on va voir ce que ça donne. Et ça, on sent le fumé. C'est super chaud. Vos impressions, Franck, sur les étudiants israéliens? Le groupe est super. Ouais. Ouais, vraiment, ouais, je suis très content moi, de tout. C'est votre premier voyage en Israël? C'est mon premier voyage en Israël. Votre impression sur la vie israélienne? Pas eu le temps de voir. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de différentes techniques et j'ai vu de nouvelles choses. Ça a été une journée très enrichissante. Je suis ici pour en apprendre plus sur le chocolat avec le chef Franck. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de techniques et de recettes et j'aime vraiment ça. Un vrai succès parce que différents clients, de différents horizons, on leur présente les bases, les techniques, mais également on les fait sortir un peu de leur quotidien en leur proposant des nouvelles recettes, de la créativité, des choses nouvelles, donc ils sont tous ravis. Un chef pâtissier se doit d'apprendre quelles sont les saveurs originelles du chocolat, comment les mélanger et comment réaliser de meilleurs desserts. Ça donne envie, ça donne envie, ça donne envie. Ah Pierre, c'est vrai que ça donne envie et que vous avez aussi bien mangé encore à ce que je vois. Dites-moi, ce cours de pâtisserie, qu'est-ce qu'il avait de spécial? Qu'avez-vous appris? Alors, moi j'ai assisté au cours de pâtisserie simplement pour suivre ce que les étudiants apprenaient. Ce qui est intéressant, c'est de montrer comment une marque française investit en Israël, non pas seulement sur la matière, mais aussi sur la formation. Et ça, je trouve que c'est à souligner et c'est tout à l'honneur de la société Valrhona. On investit sur l'humain, c'est-à-dire qu'on fait une formation vraiment très haut niveau pour tous les pâtissiers, les chefs pâtissiers, des hôtels, des restaurants, mais aussi des individus qui ont leur propre commerce, leur petite pâtisserie. Mais il y avait quand même beaucoup de recettes autour du chocolat. Alors, c'est tout un assortiment de recettes autour du chocolat, mais pas seulement autour du chocolat. Si vous voulez, encore une fois, ce ne sont pas des cours de pâtisserie qui sont centrés sur le chocolat. C'est un vrai cours de pâtisserie où le chocolat est une des matières avec lesquelles on va travailler. Et ils apprennent à travailler avec les différentes manières. Bon, ils ont donné des petits trucs quand même, ils ont donné une recette particulière, un gâteau qu'on pourrait essayer nous-mêmes, facile. Oui, mais ça, on va en parler dans une prochaine émission. D'accord, parce que là, je crois que vous allez nous parler de quelque chose de très important cette semaine. Alors, enfin, ça va avoir lieu, c'est le dîner en blanc. Le dîner en blanc, le fameux dîner en blanc, tant attendu. La semaine dernière, c'était à Paris, il y avait 13 000 personnes. Alors, on est beaucoup plus modeste ici. À Paris, alors il y avait plusieurs endroits. Alors, ça s'est passé où d'ailleurs? C'était autour des pyramides du Louvre à Paris. Il y a plusieurs endroits. Il y a eu beaucoup de monde. On avait 13 000 personnes à Paris. Mais attention, à Paris, ça fait 25 ans que ça existe. En Israël, ça fait 2 ans.
Ça va être la deuxième, ça va être la deuxième année. Pour vous donner une idée, l'année dernière, il y avait 500 personnes, un peu moins de 500 personnes. Et à New York, le premier dîner en blanc, c'était 600 personnes. Donc c'est une bonne idée. Et là, vous attendez combien de personnes cette année? Alors, on attend ce mercredi entre 300 et 500 personnes à New York. Et vous voulez toujours pas nous dire où ça va avoir lieu? Et le lieu est secret. Il sera annoncé aux participants. Voilà, il sera annoncé. En tous les cas, je suis prête. J'ai 2 robes robes blanches. Votre tenue, j'en ai 2, donc je sais pas comment je vais faire. Voilà, mais très simple. Vous changez plus blanc que blanc. Voilà, on peut changer, soirée, blanc et blanc, ça va. C'est parfait. Donc je le rappelle, c'est ce mercredi, le 24. Il faut s'inscrire sur Internet. Vous avez les liens sur la page Facebook de i24 News, bien évidemment, et de l'émission. Sinon, vous allez sur le site Dîner en Blanc International. Merci beaucoup Pierre Lévy. Surtout, restez avec nous. On se retrouve très vite pour d'autres aventures.